Pourquoi avoir choisi ce sujet, ce personnage? Écoutez, il y a plusieurs raisons. Au départ, l'ambition, et ça prolonge des travaux que j'ai menés depuis longtemps, seul ou en groupe, était de réfléchir sur ces crieurs publics. Parce qu'une des thèses que je soutiens dans 2 livres, et qui était déjà en partie en filigrane dans ma thèse, dont nous avions discuté il y a des années sur faire la paix au Moyen-Âge, c'était que les publications en place publique, c'est-à-dire la manière dont les textes officiels, que ce soit des textes de la monarchie, de seigneurs ou de villes, sont publiés sur la place publique, c'est-à-dire sont lus, et finalement prennent force sur cette place publique, c'est un moment essentiel pour la vie politique médiévale et même pour la vie médiévale tout court. Donc cette idée des crieurs publics a continué à m'intéresser, à me travailler. Je me suis dit peut-être qu'il faut descendre encore plus bas, pas seulement partir des textes mêmes, de la manière dont on lit en place publique, mais aussi voir qui sont les acteurs de ces cris. C'est-à-dire qui lit pour la monarchie, qui lit pour les villes, comment ça se passe. Donc il y avait cette interrogation finalement fondamentale de la parole politique en place publique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire au Moyen-Âge que de lire devant les populations des textes à caractère plus ou moins officiel. Et donc, j'ai commencé par la ville de Laon parce que, comme vous l'avez dit en introduction, c'est très important, c'est d'abord une ville qui est aujourd'hui encore merveilleusement bien préservée. En tous les cas, sa dimension médiévale est vraiment très remarquable très vite. Donc, c'est un lieu très agréable pour travailler. Et puis, j'avais eu l'occasion de parcourir ces archives qui me paraissaient aussi assez riches. Et donc je pensais prendre Laon comme simplement un exemple de réflexion sur les crieurs et puis m'étendre ensuite peut-être sur d'autres villes, quitte à aller même à l'étranger, éventuellement voir avec ce qui se passe dans le royaume d'Angleterre ou dans l'Empire. Et puis en creusant les archives progressivement, je voyais revenir toujours le même personnage sur des décennies, ce qui est quand même assez rare au Moyen-Âge. Évidemment, on peut repérer un certain nombre de petits personnages dans les sources, mais les suivre pendant des décennies, avec un certain nombre de matériaux assez riches, comme ceux qui m'ont permis de faire le livre, ça devenait finalement tout aussi intéressant de descendre sur un seul crieur public plutôt que de vouloir les cumuler. Et donc, en partant d'une grande ambition finalement qui était qui sont les crieurs publics au Moyen-Âge, quel est l'enjeu de leur métier pour la vie politique, je me suis dit finalement, est-ce que le regard d'un seul ne me permettrait pas d'en dire plus ? Avant de donner la parole à Julien Briand, je voudrais en effet rappeler que vous avez écrit avec Patrick Boucheron un ouvrage qui s'appelle « L'espace public au Moyen-Âge », publié aux presses universitaires de France en 2004, avec un sous-titre « Débat autour de Jürgen Habermas, célèbre sociologue allemand, qui fait de ce livre plus peut-être un livre de discussion, de polémique, que le livre dont nous allons parler aujourd'hui. Quant à Julien Briand, je voudrais indiquer que la thèse à laquelle j'ai fait allusion et qu'il a soutenue avec succès brio l'année dernière, c'est l'information à Reims au XIVe et XVe siècle et qu'elle est en cours d'édition et sera publiée aux presses universitaires de la Sorbonne. Voilà donc cet environnement de l'information urbaine et des crieurs publics. Alors, Julien Briand, je voudrais que vous nous disiez un peu comment vous vous situez dans vos propres recherches, dans votre propre thèse qui sera un livre, par rapport au livre de Nicolas Offenstadt. Le premier intérêt que moi j'ai trouvé à l'ouvrage, c'est vrai que les travaux de Nicolas Offenstadt depuis une quinzaine d'années ont fait œuvre pionnière sur le cri et les crieurs. Et là, le mérite de ce livre, c'est de mettre ça sur le devant de la scène. Et ce que j'ai vraiment trouvé étonnant, c'est pour avoir déjà lu tous ces ouvrages, c'est que ce livre-là m'a surpris. Moi qui travaille sur ces pratiques-là, l'originalité, le courage aussi qu'il y avait à choisir cet individu de peu de vie, d'une vie très humble, qui n'a fait que passer comme ça, et qui n'a laissé que des traces très menues dans les sources. Et c'est vraiment
un geste historiographique très, très audacieux, et un pari aussi, et puis qui est pleinement réussi, et donc un livre d'une grande originalité. Et bon, une soixantaine de mentions, c'est à la fois très peu, et c'est à la fois beaucoup aussi pour un crieur. Alors, vous parliez de mes propres travaux sur Reims. Moi, à Reims, je suis incapable de faire comme cela la vie d'un crieur public, parce que mes crieurs, je ne les perçois qu'une ou deux fois, 3 mentions. Par contre, je vois davantage d'autres personnages qui côtoient un peu ce monde, qui sont des sergents aussi, des messagers, hein, et on voit toute la polyvalence en fait de ces hommes qui forment un monde et qui donnent toute leur importance aux petits serviteurs de la ville, qui sont des serviteurs essentiels, comme vous l'avez dit, de cette ville. Vous venez d'indiquer ici un des problèmes que rencontrent souvent les historiens, ceux qui s'intéressent à l'histoire. Dans l'histoire globale, Reims est malgré tout plus célèbre, plus important que Laon. C'est un archevêché et c'est le lieu où le roi de France va se faire sacrer. Quand il s'agit de connaître un représentant du menu peuple de cette ville, on a moins d'informations, moins de renseignements que l'on en a pour cette ville, certes importante, mais malgré tout, qui n'a pas la réputation de Reims. C'est, me semble-t-il, un exemple du caractère multiforme de l'histoire et des sources de l'histoire, et cela nous fait plonger dans le milieu profond de la société médiévale, car avec vos livres, ce qui est merveilleux, c'est que cette société dont on connaît depuis un certain temps les grands événements, les grandes institutions, on commence maintenant à en connaître des aspects qui sont pourtant essentiels. Par exemple, l'histoire des images. Et on a maintenant un Moyen-Âge en couleur. Eh bien, grâce à vous, on a un Moyen-Âge qui non seulement parle, mais qui crie. Et je crois que vous apportez un important appui à cet effort pour une histoire totale, globale, des personnages du passé. La ville est un personnage, de même que ce petit personnage qu'est Jean de Gascogne, et vous apportez ainsi un élargissement et un approfondissement d'un très grand intérêt sur l'histoire de la fin du Moyen-Âge. Nicolas Weinstadt. Oui, je voudrais réagir, vous présentez ça de manière historiographique et j'en suis ravi parce qu'effectivement, je crois qu'une des tendances que Julien Briand incarne aussi, c'est l'idée finalement de faire aussi attention à des petites gens qui étaient toujours traités soit dans les notes de bas de page, soit de manière tout à fait marginale dans les grands travaux, disons, d'il y a 20 ou 30 ans. Tout le monde avait bien vu l'importance des crieurs publics, puisqu'il y a encore une fois au Moyen-Âge pas d'autre moyen de faire savoir une décision à l'ensemble de la population. Donc il y a des crieurs publics partout, sous différentes formes, mais souvent dans les travaux parfois tout à fait passionnants sur les villes, il y avait 2 lignes. Parfois 2 lignes pour 15 crieurs, en disant il doit y avoir 15 crieurs dans ma ville, et voilà. Et donc j'étais moi toujours frappé par le fait que, mais ça c'est heureusement les époques historiographiques changent, que même quand on avait repéré des crieurs, les historiens précédents, en tous les cas, n'y accordaient que peu d'importance parce que ce qui comptait, comme vous l'avez dit, c'était de mettre à jour les institutions urbaines, leur logique, les rapports de force avec la monarchie ou entre villes. Et finalement, nos petits personnages, ceux qu'a évoqué Julien Briand, c'est-à-dire les messagers, les sergents ou les crieurs comme Jean de Gascogne, étaient finalement considérés comme simplement des gens qui n'ont tellement pas de prise sur la réalité, qui n'ont jamais aucun pouvoir et donc qui ne méritent pas vraiment d'être traités. Et c'est ça, je crois, l'opération historiographique, c'est de leur redonner une consistance. Vous avez d'ailleurs souligné cette volonté en résumant ce que l'on sait d'une dizaine de petits personnages du Moyen-Âge. Nous n'en parlerons pas, si vous le voulez, pour nous concentrer sur Jean de Gascogne, mais je souligne pour nos auditeurs que, par hasard, notre prochaine émission, dans un mois,
sera consacré à un autre petit personnage du peuple, le Grand Ferré, à qui Colette Beaune, la grande spécialiste de Jeanne d'Arc, vient de consacrer un très beau livre et dont elle viendra parler à ce micro. Oui, c'est très intéressant que vous évoquiez le Grand Ferré, parce que personnage très différent de Jean de Gascogne, même s'il est relativement modeste. Et ça, je crois que ce personnage donc qui a résisté avec les Anglais, et qui est très célèbre contre les Anglais et des routiers en 1359, donc qui finalement, bon, c'est à peu près un siècle avant de Jean de Gascogne, mais c'est quelqu'un là aussi d'assez simple. Mais la grosse différence entre les deux personnages, entre le livre de Colette Beaune et ce que j'ai essayé de faire, c'est que le Grand Ferré nous est connu par des sources narratives. Donc c'est qui fait déjà partie au Moyen Âge de l'écriture de l'histoire. C'est considéré comme un épisode remarquable, et donc du coup, il y a une différence de document. Je voudrais que vous nous disiez très rapidement ce qu'est l'an et quelle est son importance au XVe siècle. Nous savons aujourd'hui qu'elle est importante d'abord par son site, que c'est une ville pittoresque sur une butte d'une centaine de mètres, et vous avez rappelé qu'elle a des monuments, des restes, des souvenirs du Moyen-Âge qui en font ce qu'on appelle une ville historique. Mais, comme les institutions, ça a malgré tout une certaine importance, à ce niveau-là, quelle est l'importance de l'an au XVe siècle ? Alors, évidemment, on pourrait en parler longtemps. Disons que sur le plan économique, c'est plus une ville d'une importance majeure, même si elle rayonne quand même largement, notamment vers le nord, vers la Flandre, vers le Hainaut. Mais peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est politiquement, c'est qu'elle a un statut très particulier. C'est ce qu'on appelle une ville royale, et même directement royale, parce qu'elle a perdu beaucoup d'autonomie. C'est une ville qui a connu une histoire politique très violente. Depuis le Moyen-Âge central, avec des différentes péripéties, et notamment la suppression de la commune. Ce qui fait que, à partir de 1331-1332, la ville est gouvernée par un prévôt royal, et elle est donc directement soumise au roi. Ce qui évidemment est très important, d'autant plus qu'il y a une tradition qui est manifeste dans les textes, c'est que Lens soit une ville proche du roi, une ville qui soutient le roi, à la fois politiquement et financièrement. Et c'est ça aussi qui en fait une spécificité. C'est ce qu'on appelle une bonne ville, non ? Ah, tout à fait. C'est vraiment représentatif des bonnes villes. Même si la définition de la bonne ville peut avoir de multiples aspects, Lens, c'est vraiment la bonne ville du Moyen-Âge, celle qui est proche du roi, qui est censée lui être soumise et qui, de toute façon, institutionnellement, en dépend. C'est en plus, effectivement, le chef-lieu d'un bailliage très important, qui est le bailliage de Vermandois. Donc, d'une certaine manière, du point de vue politique, on peut dire que c'est un carrefour de différentes institutions et qu'en ce sens, la ville a une importance certaine pour le royaume. Vous avez cité, j'aurais dû le faire moi-même, que souvenir qu'elle a laissé, parce que c'est un événement frappant, et je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais je sais que moi c'était dans le manuel d'histoire que j'avais quand j'étais à l'école, et à l'école primaire et secondaire. C'est le mouvement communal de 1112, où celui qui était le chef non seulement religieux, mais politique de la ville, l'évêque, était poursuivi par les habitants, s'est réfugié dans un tonneau, et il y a le célèbre récit de sa découverte dans le tonneau et de son exécution. Oui, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces rapports de force entre la ville et le clergé vont continuer. Et même à l'époque de Jean de Gascogne au XVe siècle, il y a encore de grosses tensions entre un clergé qui est très important, autour de la cathédrale, les chanoines notamment, et la ville. Donc bien sûr, ce sont plus les conflits d'autrefois, mais les rapports de force et les rivalités entre la ville et le monde des clercs de Lens est quelque chose qui est très important et dans lequel Jean de Gascogne baignait aussi. Alors, je crois que pour en venir au CRI, à ces questions institutionnelles, il est important de dire à quel point le CRI est aussi comme facteur de compétition entre les différentes autorités dans la ville, puisque chaque seigneur en fait a le droit de crier, et ici on a certainement une compétition entre les autorités royales qui ont le CRI, mais aussi ces seigneurs justiciers dont le livre parle, le chapitre, l'évêque, etc., qui ont certainement leur propre crière pour leur justice. Je n'interroge en général pas beaucoup les auteurs des livres dont on parle à cette émission sur les sources
qui leur ont permis d'écrire leurs livres, car elles s'adressent au grand public cultivé, alors que les problèmes de source sont souvent des problèmes de spécialistes. Mais ici, je voudrais quand même que vous disiez un mot, parce que nos auditeurs se poseront sûrement la question, ils se la posent en ce moment, comment a-t-on pu avoir suffisamment de renseignements sur un homme du menu peuple ? Alors, c'est évidemment une question essentielle. D'abord, comme souvent en histoire, vous le savez bien, on a d'abord un peu de chance. C'est-à-dire que mon Jean de Gascogne a vécu sans doute autour de 70 ou 80 ans. C'est pas évident de connaître sa date de naissance, mais en tous les cas, il a vécu longtemps, ce qui veut dire que les sources en témoignent relativement longtemps. Donc ça, c'est le premier élément. C'est une chance, c'est évidemment, on peut dire une chance biologique qu'un crieur vive longtemps. Mais au-delà de ça, il faut rappeler aux auditeurs que un certain nombre de sources médiévales qui peuvent paraître arides, comme les contes urbains, c'est-à-dire les recettes et les dépenses de la ville, sont en fait des sources qui au Moyen-Âge sont très bavardes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer les contes d'une ville médiévale avec simplement une ligne où il est dit telle dépense, telle somme. C'est pas comme ça que ça marche toujours au Moyen-Âge. Il y a parfois de grandes justifications. C'est-à-dire que pour un paiement d'un messager ou d'un crieur public, on peut parfois, dans la source, trouver le récit complet de l'événement politique, en plusieurs lignes, parfois même en plusieurs folios, qui nous permettent de nous rendre compte que finalement un simple paiement est justifié très longuement dans les documents. Donc ma principale source, ce sont les comptes de la ville de Laon, et des comptes, encore une fois, qui sont souvent très bavards, donc qui justifient finalement un certain nombre de paiements. Par exemple, si on envoie Jean de Gascogne s'occuper d'un fossé, on va expliquer où se situe le fossé, pourquoi on l'envoie éventuellement, et avec quel autre type de personnage il a travaillé, dans quelles circonstances. Et puis, il y a un autre élément qui m'a aidé à reconstituer sa vie, c'est que, par chance, si on peut dire, il vit dans une des portes de la ville. Or, donc, du coup, il paye un loyer, et il est évidemment amené assez régulièrement à avoir affaire à propos de ce logement avec la ville elle-même. Donc, c'est une deuxième source de documentation comptable, c'est le loyer qu'il paye pour son logement, et évidemment comment ceci se négocie éventuellement avec la ville. Donc vous voyez, c'est à la fois un cumul de chances du point de vue des sources, et aussi une spécificité des contes médiévaux qui nous permet de dire quand même un certain nombre de choses sur des gens du menu peuple, comme vous dites. Je crois que ceci est très intéressant parce que habituellement, nos auditeurs savent que les contes qui ont été notés dans des registres sont très importants comme source pour l'histoire du Moyen-Âge. Mais il s'agit en général de contes d'institutions importantes, de contes royaux, de contes épiscopaux, etc. Il y a aussi, grâce au loyer en particulier, au moins pour certaines régions de la ville, des contes qui nous permettent de mieux connaître le petit peuple. Par conséquent, je crois qu'il y a là une situation qui permet de voir comment on peut faire de l'histoire là où on pensait qu'on n'avait pas d'éléments pour le faire. Alors, parlons un peu plus du personnage avant de parler de son activité et de la ville où il exerce. Il s'appelle Jean, qui est un prénom très fréquent, à l'époque de Gascogne. Alors, vous allez en discuter. Est-ce que ça signifie un lieu d'origine, et pourquoi, comment. Et d'autre part, il a ce qui est fréquent au Moyen-Âge, même pour des personnages humbles, un surnom. Il est dit le rat. Et il est quand même intéressant à la fois de noter cette habitude du surnom et d'essayer de savoir ce que ça peut dire. Alors, la famille, la Gascogne, le rat. Oui, vous faites bien de venir sur son nom parce que c'est finalement aussi quelque chose qui m'a amené à m'intéresser à lui. Parce que d'une certaine manière, son nom était déjà beaucoup, comme vous venez de le dire. On avait un nom très spécifique, doublement. D'abord parce qu'effectivement, Jean de Gascogne, la Gascogne à l'époque c'est fort loin de Laon. Il faut sans doute
au moins une vingtaine de jours à pied pour venir de Gascogne à Laon, je dis au moins, et donc du coup c'est un horizon très lointain. Alors comment est-ce qu'on peut s'appeler les gens de Gascogne en étant à Laon ? Eh ben grâce à travaux d'un certain nombre de médiévistes qui ont fait des comptages, d'abord on sait qu'il y a peu de Gascognes qui sont dans le nord du royaume, donc même s'il y a des circulations, c'est un nom quand même relativement rare. Autrement dit, il est en partie spécifique. Alors comment l'expliquer ? On ne peut jamais être sûr, mais une possibilité qui est quand même, assez forte est que, à un moment donné, une partie de sa famille soit originaire de Gascogne, ou en tous les cas ait eu des liens avec la Gascogne. Parce que c'est une habitude médiévale, malgré tout, que les noms d'origine aient un lien avec la région ou la ville qu'elle signifie. Donc je me suis demandé finalement, est-ce qu'il n'était pas possible qu'à un moment donné, la famille de Jean de Gascogne soit venue de Gascogne. Et donc, dans le livre, j'ai essayé d'évoquer un peu toutes ces pistes, toutes ces hypothèses, d'où ils peuvent venir, comment. Alors là, évidemment, c'est là où c'est en partie spéculatif, au sens où je n'ai aucun fait précis sur ce nom. Mais en même temps, beaucoup des thèses d'histoire médiévale ou des travaux ont étudié les phénomènes de migration. On sait à peu près ce qui peut se passer. Donc, j'ai essayé de voir les hypothèses qui étaient les plus intéressantes. Quel type de migration du travail en plusieurs étapes ou une étape, pour qu'un Gascogne arrive à Laon. Ceci dit, c'est pas le premier. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les sources sont quand même suffisamment riches pour savoir qu'il y a déjà plusieurs Gascognes à Laon quand notre Jean naît. Autrement dit, il y en a plusieurs, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc ça sous-entend quand même qu'il est très possible que tout ça soit une petite famille ou une famille qui est essaimée. Donc il y a eu une branche Gascogne ou plusieurs branches Gascogne dans le Laon de la fin du Moyen-Âge. Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs d'entre eux sont liés aussi à la ville. Donc on imagine aussi qu'il y ait pu d'avoir des transmissions familiales. Et alors ce qui est plus troublant pour moi, encore je peux voir qu'il y a des ancêtres de Gascogne qui ont pu venir, par exemple au moment des grands troubles du milieu du XIVe siècle, ce serait tout à fait possible, au moment de la peste, au moment des ravages qu'ont connu toutes ces régions, qu'il y a eu des immigrations. On peut aussi imaginer qu'ils aient eu un lien avec la Gascogne beaucoup moins important et qu'on leur ait donné le surnom à un moment donné. Donc vous voyez, toutes les hypothèses sont possibles, mais j'ai essayé de les expliquer parce que ça mérite de l'être. C'est pas anodin de s'appeler de Gascogne dans le nord du royaume. Julien Briand, vous avez trouvé des cas semblables à Reims de gens venus dont le nom signifie bien d'une autre région de la France ou de l'Europe? Alors, des Gascognes, vous en avez? Alors, du Midi du Royaume, très très peu, j'en ai pas souvenir ici. Des Gascognes, je ne crois jamais en avoir rencontré non plus. Non, les noms qu'on rencontre, ce sont des Brabançons, des gens du Hainaut, des Allemands, des Anglais, des Bretons. Donc, c'est vraiment la moitié nord de la Loire. C'est quand même ici ce qui est surprenant, c'est qu'on a une migration de longue ampleur et puis collective. Tout à fait, c'est la même chose d'ailleurs à Laon. Quand on regarde les noms autres que cette famille Gasconne, c'est exactement ce que Julien Briand vient de décrire, c'est-à-dire plutôt des gens originaires de Flandre, de Lorraine, du Hainaut, et très peu de noms originaires du Midi. Alors sur le rat maintenant, là aussi le terme, évidemment, il y a beaucoup de noms qui sont formés avec le rat au Moyen-Âge, parfois dans d'autres régions. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a sans doute voulu marquer une spécificité du personnage, parce qu'il s'appelle Jean de Gascogne, dit le rat. Et on sait généralement que ce type de surnom au Moyen-Âge était très caractéristique. Autrement dit, ils avaient une vraie signification. Donc là aussi, on n'a pas d'éléments, évidemment, ce serait trop beau si on pouvait étudier dans le détail la physionomie des personnages ou leur environnement si proche que leur surnom s'explique. Mais on peut imaginer que c'est quand même quelque partie liée avec l'animal, qui est quand même une des significations du mot les plus évidentes pour les gens du Moyen-Âge, qui en plus étaient familiers de ces rats qui circulaient dans les récoltes et qui, évidemment, jouaient un rôle dans la ville. Donc on peut imaginer que c'est quand même lié à une particularité peut-être physique ou morale ou autre avec l'animal, le rat. Des rats, hein? Non plus, là encore, c'est assez décevant. Non, parce que je pense que c'est aussi important pour l'historien de savoir quelles sont les ressemblances et les différences entre les divers espaces, les diverses sociétés, les diverses personnes. Vous soulignez assez tôt que Jean de Gascogne de Laon a grandi dans la guerre et au fond a vécu dans la guerre. Vous pouvez nous dire un mot de la situation militaire dans le nord-est de la France au XVe siècle? Disons que Laon est effectivement d'abord vous savez que pendant toute une partie du XVe siècle, une guerre civile ravage le royaume et oppose les Armagnacs
et les Bourguignons pour aller vite pendant plusieurs décennies. Et Laon est souvent soumis à la pression et au rapport de force entre les deux. Elle est occupée à différents moments par les uns ou les autres, et donc elle est soumise à des offensives, elle est soumise à des raids militaires. Et comme Jean de Gascogne a dû naître vers 1425, en tous les cas pendant cette même guerre civile, évidemment c'est quelque chose qui l'a marqué. Laon se rend ensuite à Charles VII, mais elle va connaître malgré tout encore la guerre à plusieurs reprises pendant la vie de Jean de Gascogne. Une guerre civile qui renaît en quelque sorte ensuite entre Louis XI et Charles le Téméraire, puis ensuite avec Maximilien d'Autriche. Donc, sans compter parfois les rapports de force et les rivalités locales qui peuvent occasionner aussi des expéditions militaires. Donc je crois que finalement, dans ce XVe siècle, un petit personnage comme Jean a dû subir la pression de la guerre de manière tout à fait régulière. Il a vu beaucoup de gendarmes séjourner dans la ville de Laon. Il a sans doute entendu, puisqu'il vit dans une porte de la ville, donc c'était aussi un lieu qui était particulièrement exposé à la guerre. C'est-à-dire que on sait qu'il y a par moments des troupes qui s'accumulaient, en tous les cas qui s'agglutinaient pour rentrer dans Laon, que ce soit des adversaires ou des alliés, parce que vous savez que les villes craignaient tout autant les troupes amies que les troupes adverses, parce que de toute façon, c'était des risques de confiscation, des risques d'occupation des maisons. Et donc tous ces hommes d'armes qui étaient là en permanence, ça a été vraiment le quotidien de Jean depuis sa toute petite enfance jusqu'à sa mort, puisqu'il y a encore des campagnes dans les rivalités avec Maximilien qui occasionnent la présence de troupes non loin de Laon. Reims, environné aussi par la guerre. Reims, c'est comme Laon, une ville frontière en fait. Enfin, c'est ce qu'il faut pas oublier, c'est que ce sont des villes frontières et donc qui vivent dans cette peur permanente. Et moi, je pense que dans la vie de Jean de Gascogne, il y a pas une petite vingtaine d'années entre 1444 et le milieu des années 1460 où il y a eu une petite accalmie. Sinon, il ne pense et il ne vit que par la guerre. Cet environnement guerrier, vous avez voulu, Nicolas Offenstadt, qu'on lise un texte qui est une lettre du roi de France Louis XI à ceux qui ont été souvent, pendant son règne et ses ennemis, les Bourguignons. Nous allons écouter donc cette lettre aux habitants de Laon, bien entendu, qui font allusion au problème militaire du roi. De par le roi, à nos chers et bien-aimés les gens d'église, nobles, bourgeois, manants et habitants de notre ville de Laon, chers et bien-aimés. Vous savez que les Bourguignons ont fait une entreprise sur votre ville il y a quelque temps, et nous venons d'être avertis qu'ils en ont fait une autre encore. Comme vous nous avez toujours été bons et loyaux, tant du temps de notre feu père, que Dieu lui pardonne, que depuis lors, nous vous prions et néanmoins mandons que dès que vous aurez vu ces lettres, vous vous assembliez et prêtiez serment tous ensemble dans les mains de notre bien-aimé Penaud David, capitaine de votre dite ville, de bien et loyalement nous servir envers tous et contre tous. Faites faire bon guet, bien garder les portes, et allez armés par la ville. Que vous vous teniez aussi promptement sur vos gardes, de manière à ce que rien ne vous arrive, ni à la ville, ce qui nous déplairait fort, vu la bonne loyauté que vous avez eue et gardée de tout temps envers la couronne de France. Et s'il y en a dans la ville qui ne soient pas bons et sûrs, et qui pourraient amener des inconvénients à votre dite ville, envoyez-les incontinent devers nous, ou chassez-les hors de la dite ville. Donnez à Amboise le 25 mai. Nicolas Offenstadt, vous avez fait déjà largement allusion au fait que Jean de Gascogne habitait dans une porte des fortifications de la ville. Et il est évident que ceci n'est pas sans rapport avec son activité. Alors, vous pouvez nous dire un mot de cette porte
Oui, c'est que avec la guerre de 100 ans, avec la guerre avec l'Angleterre, évidemment, les villes font de plus en plus attention à leur défense et à leur fortification. Et à Laon comme ailleurs, il y a une muraille qui protège la ville et qui est ponctuée de tours qui sont aussi des portes. Et on le voit pendant toute la période de vie de Jean de Gascogne, c'est une part importante du budget de la ville que de faire attention à ces fortifications, de les réorganiser, de les aménager en fonction du danger. Et c'est évidemment un poste clé des finances et aussi un enjeu politique fondamental que cette porte et ces tours. Et donc du coup, Jean de Gascogne, en quelque sorte, en vivant dans une tour de la ville, est aux premières loges. Il voit des choses, il est même amené à s'occuper des armes de défense, puisque les tours sont aussi des lieux de stockage. C'est là qu'il y a des canons, c'est là qu'il y a un certain nombre d'armes, à une époque où l'artillerie se développe grandement. Donc d'une certaine manière, on peut dire que, on pourrait prendre un mot de Marcel Mauss, mais la porte est une forme de fait social total. Il s'y passe absolument tout dans une ville de la fin du Moyen-Âge, des activités de défense, des activités administratives, on peut parfois s'y réunir. Il y a un certain nombre aussi de valets qui peuvent y vivre. C'est évidemment là qu'on fait le guet, évidemment, de nuit et aussi parfois de jour. Et évidemment, comme les fortifications appartiennent à la ville, elle peut louer éventuellement, elle le fait régulièrement, sauf s'il y a des dangers militaires où parfois on abandonne les logements, mais elle loue et plutôt à ses serviteurs, ou en tous les cas à des gens en qui elle peut avoir confiance, ou en tous les cas qu'elle a envie de favoriser un certain nombre de logements de fonction, on dirait aujourd'hui, qui permet en même temps d'avoir une certaine garantie à ceux qui les occupent, et c'est le cas de Jean de Gascogne, et c'est ce qui me permet de le suivre. Et d'ailleurs, il a dû être assez souvent autour de ces portes, parce que un certain nombre de ses activités sont liées justement à la défense de la ville, au guet, et donc à tout ce qui touche à la porte elle-même. C'est une porte qui n'a disparu malheureusement à Laon. Il en reste de très belles. Elle s'appelle la porte Lupceau, du Sceau du Loup, et par contre, on peut en voir deux autres encore qui donnent une bonne idée de la puissance et de la force de ces portes médiévales, qui d'ailleurs, qu'il faut pas imaginer comme une simple porte. Absolument. C'était des véritables ensembles. J'ai du mal à la reconstituer parce que là, les sources sont pas complètes. Mais la porte Lupceau, il y avait peut-être à certains moments 2 ou 3 portes, et à l'intérieur des portes, même tout un ensemble de maisons. Donc c'est vraiment un ensemble défensif, voire un petit quartier. Et il est étonnant de voir comment Jean de Gascogne, qui est un homme qui a vécu vieux, vous l'avez déjà dit, on en reparlera peut-être, a passé de temps dans un endroit, non seulement une ville, ce qui est déjà un espace relativement restreint, mais dans un endroit spécial de cette ville. Est-ce que ce lien entre un endroit particulier et restreint et un homme de qualité modeste est fréquent, ou est-ce qu'il y a aussi des gens humbles qui se déplacent beaucoup? Alors, dans ce que j'ai lu jusqu'à là, l'historiographie insistait aussi beaucoup sur la mobilité des petites gens, en pensant que toujours à la recherche finalement d'un emploi le plus stable possible, bouger beaucoup, et en plus avec les malheurs de la fin du Moyen-Âge, ça finalement on lisait ici et là, je pense par exemple à la thèse d'Arlette Higounet-Nadal sur Périgueux, qui donne des exemples de sergents qu'elle trouve très mobiles. Donc elle en conclut que finalement les petits personnages qui servaient les villes bougeaient beaucoup, etc. Et moi finalement en regardant Laon, j'ai eu une impression un peu différente pour le XVe siècle. C'est que finalement être au service de la ville, c'est aussi trouver une forme de stabilité. Et j'ai pas mal de sergents ou de petits messagers aussi, et surtout mes crieurs publics, que je vois quand même plusieurs décennies. Alors pas toujours autant que Jean de Gascogne, encore une fois, c'est un cas rare par sa documentation, mais on sent malgré tout qu'il commence à y avoir une certaine légitimité à être un serviteur de la ville, et que cette légitimité finalement est aussi rassurante dans un temps qu'il faut le rappeler, est une énorme pression sur les populations. C'est un temps, vous l'avez dit, de guerre, mais c'est un temps aussi de crise économique, parfois de disette et de famine, et d'ailleurs là, Reims et Laon sont parfois en relation. Et donc du coup, être un serviteur fidèle qui commence à avoir fait en quelque sorte montre de ses qualités, c'est aussi un moyen de se garantir finalement l'existence. Est-ce que vous trouvez aussi des personnages qui remplissent
une multiplicité de petites tâches à Reims? Oui, tout à fait. Hein. Donc ce sont des valets de ville, hein, comme Jean, on n'en a pas encore parlé. Jean est défini, est à la fois crieur et aussi valet de ville, donc il a une polyactivité. Et ce que j'ai trouvé intéressant, particulièrement dans le cas choisi par Nicolas Offenstadt, c'est qu'il ne nous montrait pas un crieur réifié en quelque sorte, mais un crieur vraiment impliqué dans la vie urbaine et dans toutes ses tâches. Et donc ici, on voit bien que, enfin, chez ces hommes, il y a une utilité sociale une valorisation par le service de la ville, hein, ce qu'a bien expliqué Nicolas Offenstadt. Et à Lens, c'est d'autant plus remarquable qu'on n'en a pas parlé, mais qui paye en fait pour cette porte un loyer très élevé. C'est un logement de fonction, mais finalement pour lesquels la ville lui reprend une grande partie de ses gages, et ça c'est assez remarquable. Alors, nous allons maintenant lire le texte que vous proposez à nos auditeurs et qui montre deux aspects de l'activité de notre crieur. C'est d'une part la lutte contre les incendies, ce qui n'étonne pas. Nous savons que le bois étant si important dans les villes médiévales, l'incendie est malheureusement fait à la ville. Et d'autre part, un texte sur le nettoyage. Et là, je dirais que c'est d'autant plus intéressant que chez beaucoup, il y a encore l'idée d'une certaine saleté attachée à la ville médiévale et que vous montrez au contraire qu'il y a un très grand souci de la nettoyer. Lutte contre les incendies. À Johan de Gascogne, dit le rat, et Johan Routin, demeurant à Laon, la somme de 4 sous parisis pour leur peine et salaire d'avoir porté et mis les crochets et échelles de la dite ville dans les lieux et places ordonnées, lesquels crochets et échelles ont été utilisés contre un incendie en la dite ville, et aussi pour avoir apporté une autre grande échelle en son lieu qui a été amenée à Saint-Nicolas-au-Cordel pour l'incendie. Nettoyer la ville. À Jean de Gascogne, dit le rat, la somme de 40 sous parisis qui lui sont dus pour ses peines et salaires d'avoir fait pour la ville les journées et vacations qui suivent. Premièrement, pour avoir vaqué et séjourné par 4 jours entiers pour nettoyer les fossés de la poterne d'Alais, pour les avoir approfondis comme il convient. Item, pour avoir vaqué et séjourné pendant 21 jours entiers et servir les chausseurs à la chaussée d'entre Saint-Marcel et Champleux et de l'avoir nettoyé et désencombré comme il convient. Item, pour avoir vaqué et séjourné pour réparer les barrières de la ville pendant 8 jours, tant en haut de Laon qu'aux alentours de la ville. Item, pour avoir vaqué et séjourné par 3 jours, tant à nettoyer la salle de la porte Lupso, où sont stockées l'artillerie et la poudre à canon, comme en celle de la porte neuve. L'ensemble de ces journées et vacations monte à 36 jours au prix de 20 deniers pour jour.
Nicolas Offenstadt, je saisis cette occasion parce que du fait que vous avez relevé les loyers qu'il payait à la ville pour cet, appartement dans la tour Luxo, pour vous demander de nous dire très rapidement quel est le budget, comment a vécu Jean de Gascogne. Je pense que, si vous voulez, il a vécu très justement. C'est-à-dire que j'ai fait le calcul que je vais épargner aux auditeurs parce que ce serait long, de ce qu'il gagnait, de ce qu'il pouvait dépenser ou de ce qu'on sait qu'est la dépense du menu peuple à l'époque. Or, il est évident que lorsqu'il a fait face à ces dépenses élémentaires, qui pour le petit peuple au Moyen-Âge sont essentiellement l'alimentation, il devait avoir peu de choses. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il essaye, et c'est là aussi peut-être qu'il est intéressant, il essaye de gagner un peu plus. C'est-à-dire qu'on le voit attentif à toutes les formes d'augmentation possible de revenus de crieurs publics qui étaient très modestes et très limités. Et notamment, il va essayer à plusieurs reprises de prendre des chaussées à ferme. C'est-à-dire qu'en fait, il était responsable sans doute de la perception d'un certain nombre de taxes sur les marchandises, ou en tous les cas de marchandises qui rentraient dans l'an, et donc cette ferme était censée pouvoir lui donner un petit complément. Donc on sent un budget extrêmement étriqué, extrêmement limité, que Jean a essayé de desserrer au maximum en multipliant, comme vous le disiez tout à l'heure, toutes les tâches. En même temps, je crois que c'est important de dire que c'est quelqu'un qui est gagé. Donc c'est quand même qu'il a une sécurité en termes de salaire. Ce que moi, je retrouve pas forcément à Reims pour des crieurs ou pour des messagers qui sont payés à la tâche. Alors quand on sait que le cri à Reims est payé 2 sous, et ça montre aussi quand même... C'est aussi une sécurité pour lui d'avoir cette somme fixe qui peut ensuite vous agrandir. signalez aussi, ce qui est très important, que le caractère modeste de ces ressources apparaît dans le fait qu'il n'apparaît pas dans les registres fiscaux. Il n'est même pas dans cette tranche inférieure qu'on appelle des nihils, ce qui ne fait nihil rien, et par conséquent, nous avons véritablement affaire à un homme du peuple. Le temps, malheureusement, va nous obliger à passer plus rapidement sur les 2 derniers aspects que vous développez, mais qui intéresseront énormément nos auditeurs, de l'activité de Jean de Gascogne, Jean crieur, ce qui vous permet de parler de l'espace public, et Jean valet de ville, car il est aussi valet de la ville de Laon. Ce qui est intéressant, encore une fois, puisque c'était quand même le point de départ de notre discussion et du livre, qu'il est crieur public. Donc c'est lui qui, pendant des décennies, a été en quelque sorte la voix de la ville sur la place publique. Et encore une fois, une ville politiquement relativement importante. C'est-à-dire qu'il faut l'imaginer déambulant régulièrement dans la ville de Laon pour annoncer des mesures, pour annoncer peut-être aussi des dangers, des incendies. Donc c'est véritablement quelqu'un qui a été une voix du pouvoir, certes du pouvoir municipal qui est aussi un pouvoir royal, mais ça a été une de ses grandes activités. Et comme il l'a été très longtemps, c'est ça qui est passionnant dans son cas, sans doute que ça a été véritablement une référence, parce que vous savez bien qu'au Moyen-Âge, la tradition est fondamentale, c'est pas la nouveauté qui est valorisée. Donc imaginez que ce Jean de Gascogne était toujours là sur les places, à lire les règlements ou à lire les mesures prises par la ville, c'était sans doute lui donner finalement de plus en plus de force, c'était finalement peut-être aussi une mémoire urbaine, en ce sens où il avait tellement lu, tellement rapporté la parole du pouvoir qu'on devait pouvoir, je crois aussi, s'y référer. Et donc ça évidemment, c'est central, et c'est sans doute aussi quelqu'un du coup qui a défini une forme de tonalité politique de la ville, puisque chaque fois qu'il s'agissait d'annoncer une décision, ou en tous les cas de les lire, on entendait Jean de Gascogne ou un des autres crieurs. Il est la voix de la ville. Il est la voix de la ville. Ça, c'est le point le plus important. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est donc difficile peut-être à comprendre aujourd'hui, mais c'est qu'à la fois, il est la voix de la ville, et d'ailleurs, parfois même, il la représente dans certaines ambassades, alors modestement, comme accompagnateur, mais il est en quelque sorte le corps et la voix de la ville. Et en même temps, il peut faire des tâches qui peuvent nous paraître aujourd'hui extrêmement modestes. C'est lui qui va balayer, par exemple, les halles après la fin du marché et enlever les détritus. C'est lui qui va aller réparer les fossés, comme ce sera vu dans un texte que nous avons retenu pour la lecture. Autrement dit, il fait des tâches qui peuvent paraître vraiment les plus modestes, et en même temps des tâches qui, à mon sens, sont quand même porteuses d'une légitimité politique. Et c'est ça l'intérêt de ce personnage. C'est l'articulation entre vraiment les tâches ordinaires du ménage urbain, peut-on dire, et en même temps dire quelque chose sur la ville et donner sa parole. Oui, ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'il joue
un rôle important pour la ville et il la représente depuis les tâches les plus humbles qui consistent à la rendre propre jusqu'à cette occupation de la proclamation de l'espace sonore qui lui donne un ressentiment dans l'espace. À Reims, comment ça se passe ? À Reims, on trouve, comme à Laon, en fait, ce souci, en fait, de l'honneur urbain. Hein. C'est comme ça que Nicolas Offenstadt relie les multiples activités de gens, et on voit les dirigeants, mais aussi tous les habitants de la ville faire corps pour défendre, pour valoriser cet honneur urbain, à la fois à l'intérieur de la ville, en gouvernant bien la ville, en la rendant propre, en accueillant bien les visiteurs de passage, en étant informés des dangers, et ensuite en répercutant ces dangers à la monarchie, aux officiers royaux ou même directement au roi. Hein. Donc je crois que cette notion d'honneur collectif est vraiment fondamentale pour expliquer la ville de la fin du Moyen-Âge. Une ville honorable, effectivement, est propre. Et c'est donc le rôle de Jean aussi, cet aspect-là, de défendre cet aspect-là de l'honneur urbain, en effet. Ce Jean de Gascogne, si humble, est en définitive, grâce à vous, Nicolas Offenstadt, un grand personnage de la ville de Laon. Je crois que vous le définissez à la fin de cet ouvrage très passionnant comme étant le représentant du petit peuple, la voix de la ville et celui qui définit les espaces de communication politique. Et je crois qu'en définitive, il dépasse encore l'espace si intéressant déjà d'une ville comme celle de Laon. Mais je crois voir à travers lui la France du XVe siècle. Et vous élargissez justement son symbolisme, je dirais, son rôle, par le dernier texte que vous proposez à nos auditeurs. Ce sont des lettres du roi, ce sont des lettres de Louis XI, par conséquent, données à Alençon, adressées aux gens de Laon, où il leur demande de prendre soin de la défense des fortifications de leur ville et où il les remercie pour leur fidélité. On a l'impression qu'en lisant ce texte, nous voyons se dresser ce modeste Jean de Gascogne qui a tellement travaillé pour ces modifications et qui a au fond tellement travaillé à lier les habitants de Laon au roi de France. De par le roi, à nos chers et bien-aimés les bourgeois, manants et habitants de notre ville de Laon, chers et bien-aimés. Nous envoyons par-delà notre aimé et fidèle conseiller et chambellan Guérin-le-Groin, bailli de Saint-Pierre-le-Moutier. Nous l'avons chargé de vous dire certaines choses qui nous touchent fort, lesquelles il vous dira plus complètement. Nous vous prions que, dès que vous aurez vu ces lettres en toute diligence, vous vous assembliez et fassiez tout ce que le dit bailli vous dira de par nous. Et, comme nous avons su que le duc de Bourgogne, de retour de là où il est, a voulu aller devant votre ville et que nous voulons vous garder des dommages et inconvénients, nous avons chargé à cette cause le dit bailli
de vous faire à vous tous le serment afin que l'on sache ceux qui veulent nous servir et aussi pour loger dans votre ville un certain nombre des gens de notre ordonnance pour sa sûreté. Vous avez toujours été bons et loyaux envers nous et la couronne de France, et nous espérons que vous le serez de mieux en mieux. Nous vous prions, ainsi que vous le restiez et que vous fassiez bon guet, que vous vous teniez si bien sur vos gardes que votre ville soit en bonne sûreté, pour ne pas être surpris et ne laisser entrer personne dans votre ville qui soit plus fort que vous, sauf ceux que le bailli mentionnera. Et s'il y a des poternes qui ne sont pas sûrs, faites-les immédiatement murer. Prenez aussi les clés de la ville et faites de plus tout ce que le bailli vous dira de par nous, comme notre personne, tant en ce qui concerne les clés de la ville que pour toute autre chose. Donnez à Alençon le 10 août. Par 3 samedis en cette dite ville l'an. En la cour et maison des plaies du roi. En la manière accoutumée à faire les criers en la dite cour. C'était les lundis de l'histoire par Jacques Le Goff, avec Nicolas Offenstadt, auteur d'un ouvrage sur Jean de Gascogne, crieur public de la ville de Laon au XVe siècle, et la collaboration de Julien Briand, historien de la ville de Reims au XVe siècle. Les textes ont été lus par Jean-Pierre Leroux, la prise de son est d'Olivier Leroux, la réalisation est de la chère Ghislaine David. La semaine prochaine, les lundis de l'histoire seront présentés par Michel Perrault, et dans quelques instants, c'est pas la peine de crier, par Marie Richer.